Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Bien, nous avons vu les lectures purement sino-japonaises des kanji, nous avons vu les trois règles qui permettent d'utiliser tout ça, nous avons créé nos premiers mots en kanji. Maintenant, j'aimerais qu'on passe ensemble à une analyse poussée des kanji. Alors, tout ce que l'on va voir là n'est pas indispensable, hein, on va rien apprendre, on va pas apprendre de règles de construction, mais en fait, on va analyser tout ce qu'on vient de voir depuis le début, hein, les kanas, etc., etc., depuis le tout début des cours, et on va comprendre plein de trucs. Donc même si on va rien apprendre, on va comprendre énormément de choses. Donc je pense que c'est une leçon importante qui mérite toute votre attention. Bon, alors je vais déjà commencer par vous faire remarquer quelque chose, une petite différence qu'on va avoir de prononciation entre les lectures purement japonaises et les lectures sino-japonaises. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Je vais reprendre les kanji qu'on a vus dans le cours précédent, c'est pour ça que j'ai deux feuilles, hein, tout va bien, pas de soucis, ça va pas durer 1 heure. Et puis je vais vous lire d'abord toutes les lectures purement japonaises, et ensuite toutes les lectures sino-japonaises. Alors tendez bien l'oreille, j'aimerais que vous remarquiez quelque chose, une différence qu'on a entre des lectures purement japonaises et des lectures sino-japonaises. Écoutez bien, je commence par la lecture purement japonaise. Kita, Minami, Higashi, Nishi, Hi, Miyako, Kuni, Moto, Naka. Pas de souci. Je passe maintenant aux lectures sino-japonaises. Hoku, Nan, To, Sei, Nichi, Kyo, Koku, Hon, Chu. Est-ce que vous remarquez qu'on a quand même une différence notable entre toutes les lectures purement japonaises et toutes les lectures sino-japonaises? Alors, je vais vous aider. Déjà, première chose, on remarque que les lectures sino-japonaises, c'est très souvent, je l'ai déjà dit, deux syllabes, katakanisées bien sûr. Les idéogrammes chinois de base sont monosyllabes, mais katakanisés, ça rend 2 syllabes. D'accord? On va avoir, souvent on le remarque, des allongements. To, sei, kyo, chu. Et puis on va aussi avoir souvent des combinaisons, hein. On a kyo, chu, etc. On en a très souvent en sino-japonais. Les lectures purement japonaises, si on regarde bien, on peut avoir une, deux, trois, parfois 4 syllabes, et puis ce sont simplement des kanas de base. On n'a jamais de combinaison, on n'a jamais d'allongement. Regardez, on a kita, minami, higashi, nishi. Voilà, on a, alors de temps en temps, on a un accent, hein, dans le higashi, le ga. On a vu que le ga n'est pas dépendant du ka, hein, c'est bien une syllabe à part. On a des kanas de base, des hiragana de base, kita, minami, miyako, kuni, moto, naka. Alors on n'a pas de combinaison, on n'a pas d'allongement, tout ça, ça n'existe pas. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Eh bien c'est très simple. Les allongements et les combinaisons n'existent pas de base dans la langue japonaise. Ça n'existe pas en purement japonais. Quand on a fait le cours sur les katakana, on a vu les nouvelles combinaisons. Ces nouvelles combinaisons, on s'en est servi pour écrire ces langues étrangères, l'anglais, le français, l'allemand, dont les phonétiques n'existaient pas en japonais. Mais les toutes premières combinaisons que les Japonais ont créées, c'était pas pour écrire leur propre langue, c'était pour écrire la première langue étrangère qu'ils ont eu à katakaniser, le chinois. Et les allongements, c'est pareil. En japonais, de base, il n'y a pas d'allongement. Les allongements ont également été créés, cette idée d'allongement, hein, pour katakaniser au mieux les phonétiques des idéogrammes chinois. Et c'est très important de bien comprendre ça. Donc on regarde bien sur les lectures sino-japonaises, on a des combinaisons kyo, chu, et puis on a aussi voilà, hein, donc des allongements to, sei, encore une fois kyo, chu, etc., etc. Bon là avec 9 kanji, on n'a pas énormément d'exemples, mais c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. Du coup, ce que j'aimerais que vous soyez capable de faire, c'est juste en entendant un mot,
j'aimerais que vous soyez capable de reconnaître s'il s'agit d'un mot purement ou sino-japonais. Alors à l'écrit, c'est très facile de les reconnaître parce que un kanji c'est purement jap, deux kanji ou plus c'est sino-jap, mais à l'oral, c'est également possible. Je viens de vous dire qu'en purement jap, on avait juste des hiragana de base, des syllabes, mises les unes à côté des autres, et en sino-japonais, on a très souvent des allongements, des combinaisons, etc., etc. Alors, je vais vous dire une petite liste de mots, et j'aimerais que vous essayiez dans votre tête, de dire ça ressemble plutôt à quelque chose de purement japonais. Ça ressemble plutôt à quelque chose de sino-japonais, etc., etc. On commence. Si je vous dis karada, karada c'est purement japonais. Karada, ça veut dire le corps. Si je vous dis maintenant byoin, byoin, ça c'est carrément sino-japonais, on a la combinaison bio qui est allongée, bio, puis à la fin on a le in. Alors avoir un n comme ça tout seul à la fin d'un mot, c'est très 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 rare en purement japonais, donc ça encore une fois c'est quelque chose de très très sino-japonais. Dans le kanji par exemple du sud on l'avait nan, c'est quelque chose de très 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 sino-japonais. Donc voilà, byoin, c'est à 100% sino-japonais. Ça veut dire un hôpital. Si je vous dis maintenant kaminari, bon là, pas de souci, c'est purement japonais. Un seul kanji, ça veut dire la foudre, kaminari. Si je vous dis maintenant, shu-tsu, là c'est carrément sino-japonais. On a deux combinaisons, su et tsu, et puis à chaque fois allongé. Shu-tsu, ça veut dire la concentration. Allez, encore un. Chikyu. Encore une fois, on est sur quelque chose de très sino-japonais. Chi, bon, ça on peut pas savoir, mais après, Q, ouais, on a la combinaison qui est en plus allongée, Chikyu. Ça veut dire la Terre, la planète Terre. Un dernier, si je vous dis Hidari. Hidari, Hidari. Hidari, ouais, c'est purement japonais. C'est purement japonais. Hidari, ça veut dire gauche, tout simplement. Donc, voilà, vous devriez être capable, rien qu'en entendant un mot, de reconnaître s'il est plutôt purement japonais, sino-japonais, et ça va être hyper important parce que ça vous permettra déjà de savoir si ce mot s'écrira avec un ou plusieurs kanji, de savoir comment est-ce qu'il va se créer, est-ce que là on a une lecture sino-japonaise, etc. Et c'est une analyse, alors qui n'est pas obligatoire. Tout ce dont je vous parle là, il y a plein, c'est très très peu enseigné, ces analyses poussées des kanji, il y a plein d'écoles, notamment moi à l'université dans laquelle j'ai appris le japonais, ça, on nous en a jamais parlé, j'ai dû faire des recherches pour me rendre compte de tout ça. Mais je pense que c'est quelque chose d'important, parce qu'une fois qu'on se rend compte de ça, mais tout est simplifié. Ça aide énormément. Bon, alors d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a énormément d'enseignements du japonais qui n'enseignent pas la différence entre une lecture purement et sino-japonaise. Il y a énormément d'enseignements du japonais, en France, de partout, qui écrit tout en hiragana. La lecture, on verra ça un peu plus en détail tout à l'heure, mais les lectures purement japonaises, sino-japonaises, tout en hiragana, on se pose pas de questions, c'est beaucoup plus facile, ça fait des cours en moins, ça complique moins, mais au final on est perdu, on sait jamais quand il faut utiliser telle lecture, si on fait pas la distinction entre les deux, comment on sait si on utilise kita, hoku, etc. pour le nord par exemple? Non, c'est très important, c'est un peu compliqué de bien comprendre comment tout ça s'organise, d'où ça vient, mais une fois que c'est compris, tout est ultra simplifié. Vous verrez que une fois que vous avez compris tout ça, les kanji, mais ça va être une partie de plaisir jusqu'à la nuit des temps. Vous verrez, ce sera... je vous l'assure, je vous l'assure. Bon, allez, on continue. Donc voilà, hidari, gauche, etc., etc. Donc reconnaissez bien, rien qu'à l'oral, une lecture, un mot purement japonais ou un mot sino-japonais, encore une fois, c'est très important. Alors, maintenant, je vous explique pourquoi est-ce que tous ces allongements, tous ces allongements que j'ai écrits en katakana, pourquoi je les écris avec les règles que je vous ai enseignées sur les hiragana. Je vous ai bien expliqué que les katakana, de base, ça s'allonge avec un tiret d'allongement. Ici, je le fais pas. Pourquoi? On y vient enfin. Quand j'écris une phrase en japonais, par exemple, kaminari no otoda, c'est le bruit d'un éclair. Bon. Ici, j'ai deux kanji, à chaque fois qu'ils sont tout seuls, ce sont des lectures purement japonaises. Je peux mettre la lecture au-dessus. Kaminari no otoda. Si jamais je ne sais pas écrire ces kanji, je peux écrire ma phrase en remplaçant les mots en kanji par les hiragana. C'est possible. Les enfants ne connaissent pas tous les kanji au Japon. Du coup, quand ils connaissent pas le kanji d'un mot, ils l'écrivent
en hiragana. C'est ce que vous ferez également lorsque vous ne connaîtrez pas le kanji d'un mot. C'est normal. Donc j'écrirai ça, kaminari no otoda. Voilà. J'écris juste kaminari en hiragana. On va dire que je ne connais pas le kanji. Oto, je le connais. Bon. Et puis, si jamais je veux écrire une nouvelle phrase, par exemple, bakuhatsu no otoda. C'est le bruit d'une explosion. Bon. Alors, ici, bakuhatsu, ça se voit, deux kanji, c'est sino-jap, et puis ça s'entend, bakuhatsu. Alors, bakuhatsu, ça pourrait être purement japonais, on n'a pas d'allongement, on n'a pas de combinaison, mais bakuhatsu, ce sont des sons très, très sino-japonais. Alors ça, pour l'instant, ça vous parle peut-être pas encore, mais au fil des kanji, plus vous en verrez, plus vous direz, ah bah oui, ça sonne tellement sino-japonais, enfin vous verrez, ça viendra. C'est comme nous, quand on entend par exemple maximum, on se dit, ah mais ça sonne tellement latin, enfin maximum, maximum, minimum, ouais, ça sonne latin, hein, sans être étymologue, vous arrivez à voir que c'est latin. Ici c'est pareil, on arrivera à voir ce qui sonne sino-japonais. Bon, si jamais cette phrase, je sais pas écrire les kanji de explosion bakuhatsu, du coup je vais l'écrire en kana. Mais est-ce que je vais l'écrire en katakana ou en hiragana? Bon, logiquement, vous me répondriez, on va l'écrire en katakana, c'est de la lecture sino-japonaise. Mais non, non, et c'est là qu'est toute la nuance. Dans ma phrase, je vais l'écrire en hiragana. Écoutez bien, c'est important. À la base, les lectures sino-japonaises, on les écrit en katakana, parce qu'il s'agit de sons étrangers katakanisés. Les lectures purement japonaises, on les écrit en hiragana, parce qu'il s'agit de quelque chose de purement japonais. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est tout du japonais, c'est la langue japonaise, d'accord En comparaison avec actuellement les mots anglais, les mots français, etc., qui, eux, sont katakanisés. Aujourd'hui, les katakanas sont réservés aux mots, ce qu'on va dire vraiment étrangers, hein, les mots de l'Occident, l'anglais par exemple. Les lectures sino-japonaises, ça fait des centaines d'années qu'elles sont là. Donc aujourd'hui, tout ça, on le considère comme du japonais. Du coup, dans une phrase, on va l'écrire en hiragana. Bakuhatsu no otoda. On est d'accord que nous, maximum, etc., tout ça, c'est un mot qui vient du latin, etc. On a plein de mots de racines latines, mais aujourd'hui, tout ça, c'est du français. Maximum, aujourd'hui, c'est un mot français, c'est pas un mot latin, dans notre contexte. On est d'accord. Donc ici, ça va être pareil. Mon mot, je l'écris bien en hiragana, parce que, aujourd'hui, bakuhatsu, même si de base, c'est un mot qui vient de l'étranger, du chinois, aujourd'hui, voilà, c'est du japonais. Donc dans ma phrase, je l'écrirai en hiragana. Quand je vous donne des mots de vocabulaire, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, quand je vous donne un kanji avec les lectures, là j'utilise bien la différenciation purement japonaise hiragana, sino-japonaise katakana, pour bien que vous ayez visuellement, ok, ça c'est du purement jap, ça c'est du sino-jap, si je crée un mot, j'utiliserai plutôt ça, c'est du sino-jap, etc., etc. Ça permet de bien analyser le mot de vocabulaire, le kanji que je vous donne. Mais, dans une phrase, si jamais vous ne savez pas l'écriture en kanji d'un mot sino-japonais, vous l'écrivez en hiragana. C'est ce que font les japonais, d'accord? Et du coup, comme pour tout à l'heure, si jamais ces kanji, bon, on veut indiquer la lecture, juste au-dessus, bakuhatsu, on l'écrit pareil en hiragana. Alors, ça se fait beaucoup d'écrire comme ça la lecture des kanji au-dessus des kanji. Hein. Imaginez, vous avez un texte qui est écrit en kanji. Bon, et en kana, bien sûr. Et puis, on a des kanji compliqués. On imagine que tout le monde ne les connaît pas. Du coup, si vous êtes là à voir des kanji mais que vous ne savez pas comment les lire, vous ne comprenez pas le mot. Au moins, vous ne savez pas le lire, le prononcer. Du coup, ce qui se fait beaucoup en japonais, c'est d'écrire comme ça la lecture au-dessus des mots en kanji, que ce soit bien autant purement jap qu'en sino-japonais. Ça s'appelle les furigana. Ça s'appelle les furigana, comme ça, d'écrire la lecture. Ça permet notamment aux enfants, qui connaissent pas forcément tous les kanji et toutes leurs lectures, de pouvoir lire et du coup de découvrir ces lectures, de les apprendre. C'est quelque chose qui est très important dans la démarche de l'apprentissage. Je vous prends par exemple mon manga Dragon Ball là. Bon, je vous montre. Alors ici j'ai une phrase. Hein. Soshite iyoyo hajimata, etc. Alors ici j'ai hajimata, qui veut dire ça a commencé. Bon. Mon kanji, j'ai bien écrit haji en hiragana. Ça, c'est une lecture purement japonaise. Et puis ici, j'ai un mot avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 kanji. C'est un mot sino-japonais.
ça se lit Tenkaichi Budokai, ça veut dire le championnat du monde des arts martiaux. Ici, même s'il s'agit d'une lecture sino-japonaise, c'est bien écrit en hiragana, c'est bien ce que je vous dis, les furigana qui indiquent la lecture. C'est un mot sino-japonais, mais aujourd'hui, comme c'est du japonais, ça s'écrit en hiragana. Vous comprenez bien. Bon. Et du coup, on s'y retrouve. C'est pour ça que les allongements et les combinaisons, je vous les ai enseignés dans le cours des hiragana. Parce que même si de base, ça n'existe pas en purement japonais, même si de base, ça ne devrait pas exister en hiragana, ces allongements et ces combinaisons qu'on utilise pour le sino-japonais, comme dans des phrases, on va les utiliser en hiragana, je vous ai bien enseigné ça dans le cours des hiragana, pour bien les différencier des nouvelles combinaisons et des allongements propres à la catégorisation des mots vraiment étrangers, par exemple l'anglais, le français, etc. Là, on a des allongements un petit peu différents qu'on fera avec un trait d'union, ça permet de bien, un tiret d'allongement, ça permet de bien dire, bah oui, ça c'est pas du sino-japonais, c'est vraiment du très 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 étranger, c'est de l'occidental. Et puis on a donc ces nouvelles combinaisons, encore une fois, on les voit, hein, le principe est différent. Là, ouais, d'accord, c'est autre chose, c'est pas du sino-japonais. Certes, c'est de l'étranger ou purement jap, mais c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Voilà pourquoi, quand je vous écris un mot en, par exemple, le kanji de la capitale, Miyako, je vous écris bien la lecture sino-japonaise en katakana, Kyo avec l'allongement, comme si c'était du hiragana. Mais dans une phrase, Tokyo, par exemple, Tokyo ni iru, je suis à Tokyo, j'écris bien Tokyo si je ne connais pas les kanji en hiragana. C'est un peu l'embrouille tout ça, j'espère avoir été bien clair, mais une fois que c'est bien compris, je vous assure que c'est très 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 important de bien faire la différence entre du purement japonais, du sino-japonais, de bien savoir manier habilement les hiragana, les katakana, et puis dans des phrases, ça va être tout en hiragana. Je le redis encore une fois, il y a beaucoup d'enseignements, la grande majorité des enseignements du japonais n'enseignent pas la différence entre les hiragana et les katakana. Tout ce qu'on vient de voir, c'est complexe, ça prend du temps à être expliqué, et ça demande de la concentration pour être compris. Il y a beaucoup d'enseignements, ils vont se dire, ça, on laisse tomber, ils vont jamais comprendre, on le voit pas, on leur met tout en hiragana, comme ça ils se posent pas de questions. Ça paraît plus facile, mais je vous assure que c'est incroyablement plus compliqué, parce que du coup, on s'y retrouve jamais. Les kanji, du coup, ont plein de lectures en hiragana, on sait pas laquelle est purement jap, sino-jap, on sait jamais pourquoi de temps en temps, bah ce truc ça va se lire comme ça ou comme ça, etc. Non, non, c'est très important de bien comprendre l'utilisation des purement jap dans des kanji utilisés seuls et des sino-jap dans les kanji utilisés ensemble. Bon, très très bien. Digérez ça, je vous laisse 5 secondes. Voilà. On continue. Alors, je vous ai déjà dit qu'il y avait beaucoup d'homophones en lecture sino-japonaise, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de kanji différents, hein, qui s'écrivent différemment, mais qui vont avoir des lectures purement japonaises différentes, mais des lectures sino-japonaises qui se ressemblent. Ça va beaucoup arriver. Par exemple, l'Est, dont la lecture sino-japonaise c'est To, l'hiver, alors qui se dit Fuyu, hein, ça se dit pas du tout comme l'Est, bah, la lecture sino-japonaise c'est aussi To. Ça va arriver. Ça va même beaucoup, 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 beaucoup arriver. Donc, je vous dis pas de bêtises. Non, je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, on aura souvent des lectures sino-japonaises homophones, mais ce sera beaucoup plus rare pour des lectures purement japonaises. Alors on aura quelques homophones pour des lectures purement japonaises, mais ce sera rare. Je vous parle d'homophone et pas d'homonyme, parce que homophone, c'est vraiment qui se prononce de la même manière. Un homonyme, on peut avoir, ça peut être aussi des homographes, ça peut être la même écriture. Non, les kanji s'écrivent pas pareil, chaque kanji est différent. Donc voilà, de temps en temps, on aura des homophones. Il arrive aussi parfois qu'on ait des kanji avec uniquement une lecture sino-japonaise. Il arrive que certains kanji n'aient pas de lecture purement japonaise. Bah pourquoi? Parce que rappelez-vous, quand les Japonais ont récupéré tous ces kanji qui venaient de Chine, ils ont posé leurs mots qui existaient déjà sur les mots, sur ces kanji qu'ils ont récupérés, toutes ces notions qui étaient exprimées avec des dessins. Mais les Japonais n'avaient pas forcément un mot dans leur langue pour tous ces dessins, tous ces kanji qu'ils ont récupérés. Du coup, il arrive que certains kanji n'aient pas de lecture purement japonaise. Ça arrive, c'est même assez fréquent. Sans dire que c'est ultra souvent non plus. Bon. Par contre, ils ont tous une lecture sino-japonaise, parce qu'ils avaient tous une prononciation de base en chinois. C'est logique. Par exemple, le kanji de la semaine, ce kanji-là, se prononce uniquement shu, que je vous écris bien en katakana, parce que c'est sa lecture sino-japonaise.
comprenez bien. Il n'a pas de lecture purement japonaise. Alors, pour être tout à fait exact, il arrive très rarement qu'on ait certains kanji qui n'aient qu'une lecture purement japonaise, pas de lecture sino-japonaise. Alors ça arrivera quand, en fait, ce sont des kanji qui ont été créés par les japonais, sur le modèle des idéogrammes chinois, des kanji. Mais ils ont créé, il y en a quelques-uns, pas énormément, c'est très rare, mais ils ont créé quelques idéogrammes, du coup, certains ont qu'une lecture purement japonaise. Mais si jamais vous en voyez, ne vous affolez pas, ça existe. Et puis on va avoir des kanji qui ont plusieurs lectures purement japonaises et plusieurs lectures sino-japonaises. Alors ça va pas être très rare, ça va même être assez fréquent. Un kanji qui a plusieurs lectures purement japonaises, et parfois plusieurs lectures sino-japonaises. Alors ça, pourquoi est-ce qu'on va avoir plusieurs lectures? Souvenez-vous, un kanji, c'est une idée, donc au sein d'une même idée, on peut avoir plusieurs nuances. On verra ça, aussi bien en purement japonais qu'en sino-japonais. Alors, de base, en chinois, chaque idéogramme n'a qu'une seule lecture, mais en japonais, je vous donne un exemple. Le kanji de la lune, en purement japonais, il n'y a qu'une seule lecture, c'est tsuki. Mais en sino-japonais, on en a deux. On a getsu et gatsu. Alors, on voit que ça se ressemble, c'est quand même quelque chose de très proche, on comprend que ça vient de la même base. Mais on a une nuance entre les deux. Getsu, ça signifie la lune, et gatsu, ça va signifier le mois. Parce que le kanji de la lune, on va l'utiliser pour représenter l'idée du mois. Vous savez qu'un mois, c'est le temps que prend une lune pour se remplir et pour se vider. Et du coup, voilà. Getsu et gatsu. On a ici deux lectures sino-japonaises. Il arrive également que certains kanji soient suivis d'un hiragana. Ça, je vous en avais parlé au tout début, je vous avais dit que parfois les hiragana vont servir de terminaison aux verbes et aux adjectifs notamment. Ces kanji-là sont des kanji à lire en lecture purement japonaise. Quand vous avez par exemple ce mot qui se lit mijikai, donc on retrouve bien le petit i qui est la terminaison, c'est un adjectif qui veut dire court, c'est bien la lecture purement japonaise. Ce kanji seul, sans la terminaison, il a aussi une lecture sino-japonaise qui est tan. Donc ici, voilà, la lecture purement japonaise de ce kanji, c'est mijikai, et du coup, on met le petit i à côté, parce que c'est la terminaison, de temps en temps, il va sauter. Donc voilà, ça arrive qu'on ait un petit hiragana, un ou deux, ça s'appelle les okurigana, vous n'êtes pas obligé de retenir le terme, ça arrive que ça s'accroche un peu au kanji. Je vous donne un autre exemple. Manger. Alors, c'est ce kanji. Bon, la lecture sino-japonaise, c'est shoku, pas de souci. Et puis, la lecture purement japonaise, c'est taberu. Et ici, on a deux hiragana qui dépassent. Taberu, en fait, le kanji, ici, représente juste le ta. Après, on a beru. Et puis, on va voir une autre lecture qui est ku. Ku-u. Alors là, c'est pas un allongement, c'est vraiment ku-u. Le u, de temps en temps, va être modifié, c'est bien la terminaison du verbe. Les deux veulent dire manger. Les deux veulent dire manger. On a une nuance de sens. Taberu, c'est manger, puis ku, c'est un peu moins poli, ça va plutôt être bouffer, par exemple. Donc vous comprenez que par moment, on a plusieurs lectures. Par moment, on a des petits okurigana qui s'accrochent. Ne vous en faites pas de panique. Tout ça, vous allez l'assimiler normalement au fur et à mesure que vous allez voir des mots de vocabulaire, au fur et à mesure que l'on va avancer dans les leçons. Pas de panique, ça va se faire tout seul. L'important, c'est que vous compreniez bien les règles de base des kanji qu'on a vues dans les cours précédents. Le reste, franchement, pas de panique. Bon, nous avons terminé ici notre analyse poussée des kanji. Et c'est une excellente chose de faite. Donc, n'hésitez pas à revoir ce cours plusieurs fois pour bien comprendre tout ça. Si vous comprenez bien tous les kanji, toutes ces histoires de sino-japonais, purement japonais, pourquoi est-ce que katakana, hiragana, prononciation, ça sonne différent, tout ça vraiment, c'est très important. Si vous comprenez bien tout ça, la langue japonaise n'aura aucun secret pour vous. Tout sera explicable, tout sera logique, et tout sera incroyablement facile, simple, compréhensible, accessible, enfin bref, vous allez voir, tout ce qui paraît compliqué quand on voit ces idéogrammes hyper avec plein de traits, ça va devenir même plaisant à apprendre parce que tout paraîtra logique, on comprendra tout, donc vous verrez, ce sera parfait. Bon, c'était une grosse leçon mais très importante. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités
sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vente qui gargouille. Et je vous donne rendez-vous au prochain cours.